19h05 à 18h05 plutôt à Kinshasa. Messieurs, madame, merci de suivre Télé 50 dans cette tranche Kinshasa Direct. Comme vous le savez, contestation des résultats provisoires à la présidentielle du 20 décembre 2023. L'opposition est divisée entre la Cour constitutionnelle et les contestations. Après Martin Fayoulou, c'est le tour du candidat Moïse Katumbi d'appeler ses militants à la résistance, mais de manière pacifique. Et pendant ce temps, Théodore Ngoy, un autre candidat malheureux, lui, a choisi d'aller à la Cour constitutionnelle, cette cour qui devra rendre le verdict ou publier finalement les résultats définitifs le 12 janvier prochain. Nous aurons sur ce plateau pour en parler Israël Hugues Bouen, chercheur indépendant. Quelles sont les chances de l'opposition de pouvoir obtenir gain de cause, soit la cour ou la rue? En tout cas, on en saura un peu plus. Et puis, fraude électorale et si la vraie guerre était au sein de l'Union sacrée. Nous aurons un autre invité, Patrice Chibobois. Lui, il nous vient directement de la ville de Kananga. Il était aussi candidat. Les fraudes électorales, est-ce la CENI pourra finalement annuler certains scrutins à certains endroits? On en saura un peu plus. Mais avant d'aborder tous ces sujets, Jenny Kayembe est avec moi pour les grandes lignes de l'actualité. Jenny, bonsoir. Bonsoir Crispin Chibinkoufoua, bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé 50. À quelques heures de la fin du délai du contentieux électoral, le candidat président de la République, Théodore Ngoy, a déposé son recours en annulation des scrutins du 20 décembre dernier. Son recours s'est justifié par une fraude massive constatée dans le déroulement du processus électoral. Le candidat président Théodore Ngoy n'exclut pas la voie de la rue si son recours ne trouve pas satisfaction. Au moins 100 morts et des dizaines de blessés, c'est le bilan provisoire d'une double explosion meurtrière survenue ce mercredi près de la tombe de Qassem Soleiman en Iran. Les victimes s'étaient rendues à Kerman où s'est déroulée une cérémonie en mémoire de l'ancien chef de la force Al-Quds. Les autorités iraniennes ayant réagi aussitôt parlent d'une attaque terroriste et les ministres de l'Intérieur iraniens affirment que la vengeance des Dura sera très dure. En sport, Cannes 2024, les Léopards qui séjournent à Dubaï s'activent déjà sur les terrains. C'est pour 10 jours avant de rejoindre la Côte d'Ivoire pour les Go de la 34e édition. Merci à tous de votre fidélité à Télé 50. Retrouvez Christopher Ochokoum à la grande édition de ce soir. Entre-temps, je vous laisse en compagnie de Crispin Chibinkoufoua pour la suite de Kinshasa Direct. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Merci Jenny Kayembe Mousse, voilà pour ce grand ligne d'actualité qui vous seront développées à 19h par Christopher Ochokoum. Nous commençons notre premier dossier, les dossiers du jour, donc contestation des résultats provisoires à la présidentielle du 20 décembre 2023. L'opposition est-elle à court d'arguments? L'opposition manque-t-elle des stratégies en ces moments entre la Cour constitutionnelle et la rue? Quelle est la voie la plus sûre? Nous en parlons avec Israël Hugues Bouen dans quelques instants. Maendeleo ya mjini munajua ni vijana, lwalabani we ni mie tuipende kupita jana, tukatale uchaguzi jo tuishi na salama, akili ni mari tararararantantanta. Maendeleo ya mjini munajua ni vijana, lwalabani we ni mie tuipende kupita jana, tukatale uchaguzi jo tuishi na salama, akili ni mari tupendane sisi wote, tupe kichitwikale shibote, kile muka mujue nishie, tunamyombea kashiku yote, tupendane sisi wote, tupe kichitwikale
kale shibote kile muko mujue nishie tunamiombea kashiku yote Bajikuchambule leo ichikia jua kesho batakufa ta Kia lazima mashikio uifunge tuba mingi batakula na Balabala ni mulefu we kumbele kumukongo tunakufa ta Tunaomba Mungu akulinde leo paka vile mwaka ya jana Bajikuchambule leo ichikia jua kesho batakufa ta Kia lazima mashikio uifunge tuba mingi batakulanda Balabala ni mulefu we kumbele kumukongo tunakufa ta Tunaomba Mungu akulinde leo paka vile mwaka ya jana Tupendane sisi wote Israël Hugues Bouen, chercheur indépendant, est déjà avec nous sur ce plateau pour évoquer, n'est-ce pas, les contestations des résultats provisoires de la présidentielle du 20 décembre dernier. L'opposition est partagée entre la Cour constitutionnelle et la rue. Après Martin Fayoulou, c'est le tour du candidat Moïse Katumbi qui a appelé ce mercredi ses partisans à la résistance de manière pacifique afin de rétablir ce qu'il qualifie de l'ordre constitutionnel. Hugues, bonsoir, bienvenue. Merci, M. Crispin, mais fait le meilleur. Ah, merci, pareillement. Des santé, des succès, surtout des prospérités pour cette année qui s'annonce si tumultueuse. Merci en termes de perspective. Et bonne fortune à vous. En tout cas, on vient de passer une période plus ou moins cruciale avec beaucoup de prophètes de malheur et des pyromanes. Beaucoup pensaient que le pays allait brûler. Exactement. Mais on a senti que les Congolais sont désormais plus ou moins matures et ne sont plus facilement manipulables. En effet, je voudrais ici quasiment aborder dans la même direction. Si je dois le dire, c'est normal. On a connu à peu près 3 cycles électoraux. Ça, je crois que c'est le 4e. C'est-à-dire que au fur et à mesure, le peuple participe au processus électoral. Je crois que c'est par là que s'acquiert la maturité. Et je crois même, si vous allez remarquer, pratiquement dans la même direction, c'est que cette campagne électorale a été marquée par une sorte de compréhension un peu plus large de la population, qui hier votait pour les t-shirts, votait pour le cousin, votait pour le neveu, votait pour quelqu'un de la famille. Aujourd'hui, cette population, manifestant sa maturité, vote maintenant le projet. Et je crois, c'est pas pour faire les yeux doux au pouvoir, je crois que l'offre politique présentée par son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a accroché le plus grand nombre. J'ai fait allusion ici, la matérialisation de ce programme de 145 territoires, la gratuité de l'enseignement, la gratuité de la maternité. C'est une offre que les Congolais ont acceptée dans leur majorité. Et ça s'est conclu, si vous voulez, ça s'est traduit par cette majorité absolue que le président a obtenue en termes de suffrage. Donc c'est là, bien entendu, si je dois aller dans la même direction que vous, ça traduit justement une sorte de maturité. Donc la population congolaise a shifté. Elle ne fait plus le choix sur des individus, sur le base du fait qu'on doit être virulent en termes de critiques. Mais lorsqu'il n'y a pas une proposition qui suit par conséquent, la population, elle est un peu dubitative. C'est la raison même pour laquelle, si on va aborder la question, c'est la raison pour laquelle l'opposition a perdu ses élections. On va y arriver. Tu sais, vous parlez de la maturité de la population, mais cette campagne aussi aurait finalement divisé les Congolais. Parce qu'aujourd'hui, on sent que les élections, au lieu d'être un moment d'échange, de partage, un moment de fête, aujourd'hui, c'est un moment de division parce que les candidats eux-mêmes ont alimenté la haine pendant la campagne électorale. Ça, c'est un élément important. Vous faites très bien de l'évoquer parce que là, il faut qu'on se le dise. C'est un problème des candidats. C'est-à-dire que, vous le savez, dans la sociopolitique, dans la sociologie politique de notre pays, c'est que il semble être un peu plus il faut prendre cela en considération, c'est-à-dire que les leaders d'opinion, qui soient de telle obédience ethnique, ils ont tendance à influencer l'électorat. Et vous avez vu, on a eu à peu près 100
102 000 candidats pour toutes les élections, commençant par le municipal, le provincial, le national, jusqu'à... Donc plus de 102 000 candidats, ce n'est pas une mince affaire. C'est d'ailleurs, laissez-moi ici commencer par remercier la commission nationale, la commission électorale nationale indépendante qui a abattu un grand travail à un délai très record. Donc beaucoup de gens ne le savent pas parce que on dit il y a eu quelques soucis techniques, mais beaucoup de gens ne savent pas si ces soucis techniques nous auraient amené vers 2024 aujourd'hui. Je vous dis qu'avec tout ce que l'opposition était en train de préparer comme sale jeu, ces pays ne seraient pas gouvernés. Donc la CENI a tapé le poing sur la table au moment que tous les Congolais attendaient pour que que l'électorat soit convoqué. La CENI a amené le gabarit, ça a mis le boucher double, a amené le pays aux élections. Et aujourd'hui, les Congolais sont contents d'avoir élu son président de la République. Des élections contestées, donc les résultats provisoires contestés par plusieurs candidats de l'opposition. Les candidats, c'est cette élection présidentielle. Aujourd'hui, cette opposition est partagée entre la Cour constitutionnelle. Vous avez Théodore Ngoï, qui est allé aujourd'hui à la Cour constitutionnelle pour solliciter l'annulation de cette élection. Mais il y a aussi Moïse Katumbi et Martin Fayoulou qui y appellent leurs militants à la résistance pour établir la vérité des urnes. Est-ce que ça n'a pas été dit peut-être à une certaine précipitation de la part de la CENI qui tenait, quoi qu'il arrive, à organiser cette élection le 20 et pourtant elle n'était pas du tout prête. Non, mais vous savez que le débat qu'on a connu dans ce pays, avant que je revienne sur la question qui est pertinente, les délais constitutionnels, s'il n'est pas respecté, les institutions qui sont en place ne sont pas crédibles, ainsi de suite. Vous savez ces débats, combien ça traînait le pays, ça dérangeait pendant plusieurs années. Et la CENI a fait en sorte que nous puissions vider de sa substance ces débats. Elle a respecté le calendrier qui était proposé pour que le pays ne sombre pas dans l'imbroglio que l'opposition, bien entendu, voulait projeter. Alors, pour revenir sur la question, vous êtes bien entendu d'accord avec moi que la démocratie ne veut pas dire l'absolue acceptation. Nous ne sommes pas ici dans une église où lorsque les résultats sont publiés par la CENI et que dans son ensemble, la société congolaise, que ce soit les tendances politiques ou les forces politiques, les forces vives, puissent bien entendu être d'accord sur la position. C'est ça d'ailleurs la beauté de la démocratie. Donc dans la démocratie, la voie de la contradiction compte également. C'est que là, nous sommes en train d'encourager, moi j'encourage la démarche de professeur de Théodore, qui bien entendu a compris qu'il faille aller saisir la Cour constitutionnelle. Mais lorsqu'il dit, là où il pêche, c'est quand il parle, il faut annuler les élections. On va annuler les élections. C'est annuler les élections sur base de quoi? Mais sur base de irrégularités. Elles sont documentées. On a vu des images où certains candidats, dans lesquels certains candidats détenaient des machines à voter. D'autres ont même séquestré les agents de la CENI. Ils se sont adonnés au bourrage des urnes. Et tout ça, ça ne doit pas passer inaperçu. Je pense que si nous parlons en termes de statistiques, je pense que le fait qu'une poignée de ce dont vous faites, les griefs dont vous décriez, c'est une poignée avec une proportion qui n'atteigne même pas les 5%. Vous allez remettre en bloc le travail qui a été fait en 95%, parce que vous constatez 5% des irrégularités. Je crois que, ça c'est mon point de vue, ce que nous constatons comme irrégularité, c'est tout à fait inhérent à tout processus démocratique, puisque les élections qui sont organisées ne sont pas organisées par le sein. Je vous rappelle, ici en 2006, on a eu des élections qui étaient également contestées. En 2011, la même chose, en 2018. Mais donc c'est nous ne pouvons pas nous améliorer? Non mais attends, vous parlez de l'amélioration qui est une œuvre humaine. Nous ne tendons pas vers la perfection. On s'améliore, on fait des efforts. Mais vous savez qu'aux États-Unis, vous parlez de la nation, la vieille nation démocratique. Vous avez vu ce qui s'est passé après la proclamation de Joe Biden comme président de la République? Les supporters, les militants de Donald Trump ont contesté ces résultats. Et vous savez que c'est d'ailleurs le plus grand souci qu'il y a aujourd'hui. Il semble que des États refusent le fait que Donald Trump puisse encore candidater suite à ces soucis-là. C'est-à-dire que
dans le jeu démocratique, si pas lorsque les humains organisent la machine qui est électorale ou quoi, il y a toujours des soucis, des impératifs. Moi, ce que j'apprécie ici, c'est que au moins pour la première fois, les élections organisées dans ce pays a connu un large consensus. Et c'est d'abord inclusion parce que tous les candidats ont participé à ces processus. Et deuxièmement, parce que ici, pendant que nous parlons, pour la première fois, l'organe que, entre guillemets, l'opposition prenait comme souverain, l'organe crédible pour l'opposition qui devait accompagner la publication de résultats que j'appelle ici la SENCO et le reste, la SENCO a émis sur la même longueur d'onde que la CENI. Ça, au moins, c'est une chose très fondamentale. Certains pensent que ces pasteurs ont été achetés aussi, finalement, pour accompagner le pouvoir. Mais la question que j'aimerais vous poser, en tout cas, c'est par rapport à la démarche de l'opposition. Quelles sont les chances? Déjà, l'opposition qui est partie en ordre dispersé, il n'y a pas eu un candidat commun de l'opposition. Quelles sont les chances des opposants actuellement pour avoir gain de cause? Est-ce que la rue est prête aujourd'hui à entrer en danse? Mais de quelle rue vous parlez? Cette rue, vous parlez de la majorité de peuple qui a renouvelé son suffrage à l'actuel chef de l'État qui est réélu. C'est quelle rue vous parlez? Lorsque 73% de la majorité des Congolais ont accepté de reconduire Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais je pense qu'il ne reste plus rien. Ce n'est pas un résultat lié au bourrage des urnes? Mais je vous ai décrit ici toutes les organisations qui ont observé ces élections, que ce soit la SADC, que ce soit l'Union africaine, tous ils se mettent d'accord sur le fait que ces élections ont été organisées de la manière la plus crédible possible. Elle a été transparente. Mais, M. Crispin, je pense qu'il y a deux gens qui s'animent, je peux appeler ça comme ça, d'une amnésie sélective. Nous connaissons comment les élections se finissent dans ces pays. Vous savez, en 2011, la campagne électorale s'était arrêtée. Parce que les militants du parti de l'opposition de feu Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, atterrissant à l'aéroport, on n'arrivait pas à maintenir cette population, on a dispersé les militants à coups de balles réelles. Et c'était comme ça que la campagne électorale s'était arrêtée. Vous pensez que Katoumi n'a pas de militants, non, mais et Fayoulou et les autres? Le président de la République n'a pas été élu en majorité simple, qui pourrait sous-entendre, c'est-à-dire en termes de nombre de gens qui ont voté, il y aura une marge quantitative, aussi pas importante, qui pourrait engager les mouvements des rues. Mais il est élu, on va dire, en majorité absolue. C'est 73% de voix. Ce n'est pas de n'importe quoi. Je vais vous lire la déclaration du président Tshisekedi lors du récent conseil de ministres. C'était le vendredi, hein, donc l'année dernière, parce que là on vient de débuter 2024. Tshisekedi au conseil des ministres de vendredi passé. Je suis au courant de tous les désordres. Il s'adressait à ses ministres, membres du gouvernement donc. Je suis au courant de tous les désordres et tripatouillages que vous avez opérés dans vos circonscriptions respectives. Je ne travaillerai pas avec de fraudeurs et corrupteurs dans mon deuxième mandat. Je n'ai pas pratiqué la fraude et la corruption pour me faire réélire. Alors, la question que je vais vous poser, c'est que si le chef de l'État est au courant que certains, pas tous, hein, certains des lions sacrés avaient des machines à voter, est-ce que cela ne pouvait pas aussi impacter les scores fleuves, parce que l'écart est quand même béant? Je suis pas statisticien, mais quelques notions de statistiques nous. Et quelle est l'incidence je crois que je l'ai évoqué avec vous ici. C'est-à-dire que nous connaissons en termes des proportions, s'il y a eu bourrage d'urnes, c'est la CENI qui doit le dire également. Le chef de l'État est au courant. La CENI n'a pas nié ça. La CENI elle a reconnu qu'il y a des dossiers comme ça. Et donc, maintenant, nous avons un organe suprême qui s'appelle la Cour constitutionnelle qui va traiter les cas. C'est-à-dire que si on reprocherait à certains bourreaux, à certains leaders politiques d'avoir usé de moyens à leur disposition pour faire triompher la force de leurs moyens, mais je ne pense pas que ça doit aboutir. Même le chef de l'État est conscient que cet acte ne doit pas amener à annuler l'ensemble du processus. Il y a eu bourrage,
c'est un Mais cas... au moins, ça peut avoir de l'incidence sur le pourcentage attribué au candidat Tshisekedi. Non, mais moi, je pense que sur cette question... Parce que s'ils ont bourré les urnes pour eux-mêmes, c'est qu'ils l'ont fait aussi pour les candidats présidents. Mais c'est là où je ne veux pas, accepter, si pas accéder à cette subjectivité, dans la mesure où l'organe qui était habilité à organiser les élections, la CNI, a reconnu qu'il y a eu bourrage, mais ce bourrage n'entachait pas l'ordre d'arrivée des candidats. Alors si vous parlez qu'il y a eu bourrage en faveur de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, il faut reconnaître également qu'on a eu des cas où certains candidats de l'opposition bénéficiaient de ces bourrages. Donc, mutandisme, je pense c'est qu'il faut plutôt faire à ces stades, puisque la CNI a pour rôle de publier les résultats des élections de manière provisoire. C'est à la Cour constitutionnelle, qui est l'organe habilité, que chacun amènera ses preuves devant cette instance judiciaire, et c'est à ces moments-là qu'on l'on tranchera. Alors, si il y a des preuves qui semblent être avérées, des détournements de certains matériaux, de certains kits électoraux en faveur de tels candidats, c'est à la Cour de trancher pour soit anticiper après que la CENI, d'abord il faut reconnaître que la CENI doit continuer la publication des résultats d'abord de manière provisoire pour législatif national, provincial ainsi que pour les municipaux. Et à ces moments-là que les candidats qui pourraient contester ayant de preuves pourraient saisir la Cour constitutionnelle pour l'annulation des cas s'avérer vrais sur les scrutins. Mais je voulais plutôt aborder les choses lorsque vous êtes dans la lecture de ces points de vue du chef de l'État. Le chef de l'État ici, il voulait rappeler l'ensemble de notre nation, que ce soit les dirigeants politiques, c'est que nous sommes dans une nouvelle phase, c'est que moi j'appelle la phase de la transition historique. Les pays basculent sur une nouvelle transition historique. Cette transition voudrait, vous avez vu comment il a été élu, c'est-à-dire que les attentes de la part de la population, elles sont immenses. Et ce qu'il veut ici dire, pour lui, la corruption, les détournements des deniers publics, les clientélismes, les népotismes sont les éléments sur lesquels il ne transigerait pas, il ne négociera pas. Il veut cette fois-ci que les choses se déroulent de manière limpide, de manière claire, de façon orthodoxique, de manière, je veux dire, qui répondent aux normes de la haute société. C'est cela, en fait, l'aspiration du chef de l'État, autrement par rapport à ces déclarations. Oui, tout à fait. Alors, c'est ton opinion, reproche encore, en tout cas, à Katumbi de n'avoir pas réussi à se faire entourer de gens, des ténors dans chaque province pour battre campagne pour lui. C'est que peut-être ce qu'il a fait, mais ce sont les mêmes, en tout cas, qui sont, ça et là, cités parmi ceux qui ont bourré les urnes. Or, ces gens ici, après la réélection de Tshisekedi, attendent certainement être récompensés lors du partage des postes, des gâteaux. Vous savez comment dans notre pays ça se passe. Est-ce que ça ne va pas finalement compliquer la tâche à Tshisekedi quand nous voyons cette légion de personnalités qui étaient en campagne pour lui et qui aujourd'hui, parmi ces personnes, il y en a qui sont citées comme étant fauteurs de troubles? Bon, il est le mieux informé, à travailler avec tout le service. Je pense qu'il trouvera les voies et moyens pour trouver une solution qui sera la voie de la sagesse par rapport à la question. Mais je reviens sur ce que vous venez d'évoquer tout à l'heure sur M. Katumbi. Je voudrais vous dire ici, à la grande déception de la majorité des Congolais, il n'y a pas que Katumbi, il y a Fayoulou, il y a Mukwege. Ces messieurs, ces candidats n'ont pas préparé les élections. Ils n'ont pas été en phase d'aller aux élections. C'est-à-dire? Mais plutôt, ils attendaient que les élections soient annulées. Vous avez vu comment est-ce que la campagne a été émaillée? Par moment, les gens disaient... Katumbi était même prêt à vous donner ses avions. Par moment... Katumbi était même prêt à vous donner ses avions pour transporter les kits. J'arrive. Pourquoi vous dites qu'il n'était pas prêt alors que... Par moment, il y a certains candidats qui disaient on va annuler les élections, ne vous en faites pas, la CENI va se prononcer bientôt, il y aura la Cour constitutionnelle. Bref, de manière générale, l'opposition, elle n'était pas prête, elle ne s'y attendait pas qu'on ira aux élections le 20 décembre. Et c'est la raison même pour laquelle elle ne s'y est pas préparée pour participer de manière, je dirais, exhaustive. Vous n'allez pas me contredire. Vous ne pouvez pas aller en ordre dispersé. Katumbi, Fayoulou, Mukwege,
et prétendre gagner ces élections. Par quelle magie? Et je rappelle ici que les élections en République démocratique du Congo ne sont plus organisées à 2 tours. Nous avons le scrutin présidentiel, c'est pas à un seul tour. Avec le gabarit que le président de la République avait mis en place. De l'autre, au nord, on a eu Jean-Pierre Bemba qui a fait un travail très remarquable. À l'est, vous avez le président du Sénat, Bahati Lukwebo, et le ministre de l'économie, le vice-premier ministre de l'économie, M. Vital Kamerhe, et vous avez M. Bosso, ainsi de suite. Cette stratégie qui a été définie en amont, vous pensez que cette opposition pourrait faire face. Et vous avez d'ailleurs vous-même soulevé qu'ici, Katumbi, l'erreur qu'il a commise, c'est que lui, il s'est promené avec son équipe de campagne. C'est-à-dire quand il vient par exemple à Guemena, il arrive à Guemena, il organise son meeting, il fait son show, et par ricochet, il part. Il n'y a pas un travail qui continue à se faire ici. Il ne ramollit pas la terre par la suite. Il ne continue pas à sensibiliser, à travailler pour conquérir. Donc c'était une posture qui déjà présageait dans cette configuration, l'opposition politique ne rapportera que d'une souris. Je reviens sur la question de tout à l'heure. Déjà, l'équipe de Kadima devait publier les résultats provisoires pour les législatives. C'était prévu donc ce mercredi. Aujourd'hui donc, ça n'a pas été le cas. Ça a été reporté à un délai voilà, bref, on en saura un peu plus dans les jours qui suivent. Et pendant ce temps, ce qui se dénonce maintenant par rapport à la fraude, ce sont les membres de l'Union sacrée. Est-ce que la vraie opposition à Tshisekedi ne va pas finalement démarrer dans l'Union sacrée lorsqu'on va publier les résultats, si les uns les autres, ou même ceux qui espéraient être nommés, ou ceux qui ont brûlé des urnes, qui quasiment pourraient invalider, ne vont pas finalement faire bloc et faire la guerre à Tshisekedi? Ce sont les mêmes figures que nous connaissons. Je vous ai rappelé ici, le pays a basculé sur la nouvelle transition. Nous sommes dans une transition historique. Le chef de l'État, bénéficiant du suffrage absolu de la majorité des Congolais, place ces pays sur ses orbites. Tous ces forceurs que vous avez énumérés, ils vont eux-mêmes s'écraser par le feu qu'ils ont allumé. Parce que le Congo, il faut par ailleurs rappeler ici, le Congo, avec la superficie que nous possédons, avec l'irrigation que nous avons, avec les terres arables que nous possédons, nous sommes en retard. Le Congo n'est pas réuni par les routes, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Le plus grand défi que nous avons maintenant, c'est le défi du développement. Et quiconque fera ombrage à cette œuvre qui va mener le pays vers le développement, il connaîtra son sort. C'est la raison même pour laquelle... Qui avait fait ombrage à Tshisekedi pour aller sur cette voie depuis les divorces FCC Cash? Parce que là, il avait la majorité et tout. Vous le savez, nous savons comment est-ce que les choses se sont passées. Je ne vais pas y venir sur le passé. Mais nous balisons la voie pour l'avenir et nous voyons comment les choses, ça se passe déjà. C'est pour rappeler ici les velléités de certaines personnes. Nous connaissons ces gens, comment ils fonctionnent. Ils ont la même mécanique pendant des décennies. Mais nous disons, le pays est maintenant sur la voie de son salut, pour la voie de son émergence. Quiconque s'élèvera pour empêcher l'élan que nous voulons prendre, il rencontrera le peuple sous son chemin. C'est la raison pour laquelle le chef de l'État interpelle la conscience nationale en disant « Les fraudeurs, vous n'avez plus place dans cette transition historique que le pays est en train de basculer. Tous ceux qui, par des manières que nous connaissons, arrivent à accéder au pouvoir, et ces gens-là, ils doivent comprendre que les choses ont changé. Et nous sommes sur une nouvelle ère politique. Et ça appelle à un conscientisme congolais. Le conscientisme congolais voudrait que nous nous rattrapions le retard. Vous ne pouvez pas avoir un pays de plus de 2 345 000 km² qui a des déficits d'infrastructures. Tu ne sais pas quitter Kinshasa pour aller à l'est par la voie routière. C'est impraticable. C'est pratiquement impossible. Donc, maintenant là, nous devons nous centrer vers de vraies questions de progrès, vers de vraies questions de développement. Et donc, quiconque voudrait faire ombrage, qui serait, si vous voulez, quelqu'un qui se présenterait, ou un groupe même d'individus qui chercherait à bloquer l'élan de la prospérité collective,
il rencontrera cette fois-ci la population dans la rue. Et si c'est par, par la même occasion. C'est encore au niveau peut-être de vœux qui parfois s'avèrent creux à un certain moment. Alors, parce que les gens arrivent aux affaires, ils ont des intentions. Après, on est dans les beefsteaks, comme on dit souvent, l'ivresse du lait dépasse celle de l'alcool. Mais je voudrais par ailleurs ici interpeller également un homme qui a cru que nous allons continuer à la rhétorique de la rébellion. On s'associe à des ennemis du pays et on arrive à accéder au pouvoir. Je voulais rappeler à ces messieurs que ces temps-là est révolu. Nous voulons, si vous voulez gérer le pays, vous passez par les élections. Et si vous partez, ah bien vous l'avez cité, ces messieurs-là, si nous étions en Iran, si nous étions sous d'autres cieux, ces messieurs doivent être captivés et traduits devant les instances judiciaires et jugés par la clameur publique, parce que ces élans belliqueux, si pas belligérants, au sens d'aller soutenir un État voisin qui pille son pays, c'est antipatriotique. Cet acte devra être reprimé de la manière la plus virulente. Et c'est la raison pour laquelle nous qui montons au créneau depuis plusieurs années pour dénoncer l'agression rwandaise, et quand nous voyons un autre de nous, un Congolais, qui s'associe à ces frotteurs en eau trouble, nous devons le dénoncer. Et nous disons à quiconque, cette voie-là est finie. Maintenant, si vous voulez accéder à la magistrature suprême, sollicitez le suffrage des Congolais. Une fois vous ne l'obtenez pas, ah bien entendu, attendez un prochain cycle qui va arriver. N'embrasons pas notre mère patrie, notre mère commune, pour nos intérêts égoïstes. Nous sommes effectivement au 4e cycle électoral. Ah ouais. Après 2006, 2011, 2018, maintenant c'est 2023. Et tous les 5 ans, c'est des milliards, n'est-ce pas? Certains diront même jetés par la fenêtre pour des élections qui n'apportent pas, en tout cas, un grand changement au pays. Est-ce que nous sommes liés à des élections tous les 5 ans? Est-ce qu'il y a moyen aujourd'hui de s'asseoir comme Congolais, de dire, eh bien, prenons telle voie pour faciliter les choses, au lieu de gaspiller autant d'argent tous les 5 ans? Parce qu'en son temps, Mouzé même disait qu'on ne peut pas, dans un pays comme le nôtre, où il n'y a pas de routes, vous avez dit, il n'y a pas de routes, il n'y a rien du tout, et aller aux élections, donner la voix ou les droits des citoyens qui ont faim pour faire les choix d'un candidat. C'est parfois difficile parce que le ventre est affamé. Vous abordez sous une autre paire de manches, mais je voudrais quand même rappeler que les élections sont un acte de souveraineté et un acte démocratique. C'est la seule possibilité qu'on offre à madame et monsieur tout le monde. Et moi, l'autre, je ne sais qui habite je ne sais quel coin du pays, de choisir ses dirigeants, ceux qui vont amener son salut, ceux qui vont travailler pour amener le progrès. Donc les élections ne sont pas, je vais dire ici, ne sont pas en contradiction avec les développements, parce que c'est là que vous voulez aboutir. La participation citoyenne s'est faite. Donc la participation à la marche du progrès d'une nation, c'est fait aussi par la voie des élections qui permet à nous tous. Mais qu'est-ce que cela a apporté en termes d'avancée, par exemple? Mais c'est une avancée en termes de construction du pays. En termes de construction du pays, c'est le projet de développement. Les élections permettent à ce que nous choisissons ceux qui vont conduire à la destinée du pays. Ces personnes viennent avec un projet. Et la résultante aussi par la finalité de ces projets, c'est amener le progrès. Mais comment ils doivent le faire? Ils doivent le faire par la voie des urnes. Ils votent. Lorsqu'ils votent, c'est-à-dire ils confèrent leur pouvoir à ceux qui avaient le meilleur de ces projets pour continuer. La raison même là pour laquelle, parce que vous l'évoquez, le Congo étant vaste, le programme de 145 territoires, c'est un programme très bien réfléchi. Et ce programme résout le problème à sa racine. Vous avez aujourd'hui les routes, vous avez les écoles, vous avez les infrastructures administratives qui sont construites et que j'appellerai bien entendu, même dans le prochain quinquennat, que le chef de l'État puisse aussi activer les volets, le centre de formation professionnelle qui doivent accompagner ces vastes projets de 145 territoires. Et je crois que c'est la voie par laquelle
nous allons nous sortir. Donc moi je pense nous allons nous en sortir. Moi je pense que il y a des gens qui le disent effectivement, les élections qui nous coûtent, ça coûtait à peu près 1 milliard, et les développements, les deux ne sont pas compatibles. Mais vous le savez que nous sommes un pays qui n'est pas un fleuve tranquille, qui connaît quelques péripéties, mais dans notre marche, nous commençons à faire de progrès. Aujourd'hui, on a un budget à peu près de 16 milliards qui n'est pas suffisant pour l'immensité du territoire national pour amener le développement, même en termes des infrastructures. Vous savez, quand je parle ici, par exemple, de l'autoroute qui doit quitter Lualaba jusqu'à Banana, il faut à peu près 4 milliards, 5 milliards pour une telle infrastructure. Mais un budget de 16 milliards, ça ne suffira pas pour réaliser une telle œuvre. C'est-à-dire que les élections, au moins, ça crédibilise les institutions parce qu'ils sont désignés par le peuple. Et maintenant, ceux qui sont là, maintenant, on sollicite leur génie d'aller plus loin en termes de mobilisation de moyens, donc les mobilisations de moyens financiers, des solutions innovantes en termes de recettes publiques, même en termes de partenariats stratégiques avec les autres États, pour arriver à engager le plus des investisseurs, enfin, bien entendu, de propulser le pays. Les pays comme l'Afrique du Sud a connu des situations quasiment comme le nôtre. Mais aujourd'hui, l'Afrique du Sud fait partie des pays émergents. Parce qu'il y avait une sorte de conscience politique. C'est là où je fais allusion au conscientisme congolais. Il est temps que la classe politique congolaise arrête un peu le sale besogne. Qu'on s'est resté au pouvoir pour se taper des villas, pour s'acheter des maisons, s'acheter des voitures et avoir peut-être 5 concubines. Non, il est maintenant temps que l'on regarde vers le progrès de la nation de manière générale, et cela passe par le conscientisme congolais, savoir que nous sommes en retard. Le Congo doit avancer en termes d'agriculture. Une dernière question, Israël Igbouane, je rappelle que vous êtes chercheur indépendant. Quelles sont les erreurs commises par Félix Tshisekedi lors du premier quinquennat qu'il ne doit pas, n'est-ce pas, refaire pour ce quinquennat qui va démarrer si jamais la Cour constitutionnelle valide ce qu'a communiqué la CENI? Non, il ne faut pas rêver. Moi, je ne pense pas que... non, mais il y a un contentieux en cours. Théodore Ngoy a déposé. Pourquoi vous minimisez tout comme si vous étiez dans les secrets de délibération? Non, mais vous savez que la majorité des Congolais a exprimé sa volonté. La Cour constitutionnelle, vous savez que le peuple congolais est au-dessus. Non, les fraudes sont documentées, fraudes, irrégularités et autres. N'entache pas, n'entache pas l'ordre d'arrivée. N'entache pas l'ordre d'arrivée. Mais cette question que vous posez tout de suite, elle est fondamentale. On a eu des erreurs de casting lors du quinquennat passé et que le chef de l'État ne doit pas reproduire. Et ce soit au niveau de son cabinet. Nous avons besoin cette fois-ci que le chef de l'État plébiscite la crème et des gens conscients du retard auquel le pays fait face et veulent participer au travers de leur intelligence, de leur savoir-faire pour que nous rattrapions le retard. C'est possible dans 10 ans si nous nous mettons réellement que nous changeons le cap de ces pays. J'ai fait allusion ici, on a eu peut-être par exemple le quinquennat qui est finissant, on n'a pas réglé le problème de l'agriculture, l'agroalimentaire. Je crois que le chef de l'État doit mettre des gens sérieux, par exemple, dans le ministère comme celui de l'agriculture, de la pêche et l'élevage, pour que ces secteurs-là puissent nous produire quelque chose de substantiel. Je parle ici, par exemple, si le projet Bukangalonzo a échoué hier, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas reproduire le même projet. On a besoin. Je mets une proposition sur la table du chef de l'État pour le moment. On doit mettre en place des projets pareils, de parcs agro-industriels selon les quatre aires géographiques. De l'Est à l'Ouest, au Nord et au Sud. Un projet comme ça, si vous le mettez dans 2 ans, nous allons réduire, je dirais, sensiblement notre capacité d'importation. Donc on aura plus de devises. On a l'impression que ces idées sortent merveilleusement bien lorsqu'on est en dehors du système, mais une fois aux affaires, on a senti que l'agriculture n'a pas fait partie des priorités du gouvernement Tshisekedi. C'est ce que vous m'avez dit. Donc nous pensons qu'il va y remédier cette fois-ci. Nous avons la capacité de nourrir la population africaine. Pourquoi pas la population mondiale? Parce qu'aujourd'hui, le chiffre globalement du monde s'élève à peu près à 9 milliards de personnes sur la Terre. Avec plus de 88 millions d'hectares arables, la République démocratique du Congo peut résorber le problème de la crise alimentaire. Donc,
pour le moment, la priorité pour moi, le chef de l'État doit s'atteler sur la souveraineté alimentaire qui passe par le parc agro-industriel et puis qui passe également par la mécanisation de l'agriculture, de ce qui se fait déjà au niveau de village. Et surtout, travailler s'il y aura moyen de mettre en œuvre le cantonnage manuel pour améliorer les routes en dessert agricole, parce qu'il y a des productions qui pourrissent au niveau de nos villages, au niveau de nos territoires, parce qu'il n'y a pas de route, tout simplement. Et donc, je crois que si on s'attelle, on s'active dans ces secteurs, avec des hommes qui ont un peu de tic. Ces hommes sont toujours dans des partis politiques où Tshisekedi peut cette fois-ci aller puiser ailleurs. Mais ça ne soit pas incompatible avec le parti, mais ça demande un peu plus, de la transcendance. C'est que l'on arrive, par exemple, dans le choix des personnes qui doivent figurer dans le gouvernement, que ça soit pas le fait que tu es l'enfant de tel, et ça doit être l'objet de l'objectivité, c'est-à-dire le chef ou le président du regroupement. La méritocratie. Le chef de regroupement politique reconnaît la pertinence de tel monsieur au sein de son parti qui peut jouer ses travaux. Mais est-ce que les partis politiques ont des pépinières là où ils peuvent aller puiser des têtes pensantes pour dire chez nous, si on nous confiait l'enseignement, voilà tel a les profits? Je pense que, je crois, la République démocratique du Congo, je crois, possède un capital humain, je dirais, au top, mais seulement qu'il faut le dénicher. Au sein de partis politiques, il y en a plusieurs. Maintenant, c'est que je voudrais ici que les partis politiques n'étouffent pas ceux qui ont la compétence au profit de leurs frères, de leurs sœurs, aux membres de leur famille biologique, pour que le chef de l'État arrive justement à avoir avec lui des personnes qui seront en mesure de l'aider avec la confiance qui lui a été renouvelée par le peuple congolais à atteindre ses objectifs. Est-ce que je rappelle, avec ce qu'on a vu avec le centre financier, un travail excellent à un temps record, si nous multiplions ces genres de choses sous l'ensemble du territoire, je vous dis, dans 5 ans... L'opposition pense que c'est un surendettement pour les pays, c'est pour les Turcs et tout. Je rappelle... Qu'est-ce que vous avez comme information là-dessus? Je vous rappelle ici, les États-Unis, c'est un pays le plus endetté. Ils doivent à la Chine plus de 5 000 milliards de dollars. Donc si vous parlez de l'endettement, je vais parler dans ce sens. Mais je voudrais rappeler à cette opposition, nous sommes en transition historique. Si elle ne bascule pas en termes des propositions, en termes des programmes, en termes d'offres politiques qui soient acceptées par la population, cette opposition va disparaître. Est-ce que si vous continuez à dire Tshisekedi, il a mangé ceci, Tshisekedi, on l'a vu par là, alors que vous ne présentez pas des alternatives crédibles en termes de vision, cette opposition, on n'en parlera pas. D'ailleurs, vous parlez ici, et il semble qu'elle a tenté d'organiser une marche. Personne n'a cru à cela. On a ramassé des badauds. Pour dire que si les discours de l'opposition ne changent pas, face à la transition historique dans laquelle se trouve le pays, cette opposition va disparaître. On a besoin d'une opposition qui présente des pistes et des solutions. Ils disent que si on le fait, on sert de béquille. Non, c'est ce que la population veut. On ne veut pas de gens qui viennent avec des critiques sans aucune alternative en termes de propositions. C'est maintenant le moment que l'opposition doit décider, face à la transition historique dans lequel se trouve le pays, soit disparaître ou soit renaître. Et pour renaître, il faut de l'intelligence stratégique. Si l'opposition n'y prend pas garde, cette opposition va disparaître. D'elle-même, c'est pas que le pouvoir va l'écraser, mais d'elle-même, parce qu'elle sera plus crédible. La population n'acceptera plus on verra tout ça, en tout cas, par la suite. Merci beaucoup. Israël Hugues Bwen, chercheur indépendant. Merci pour cet échange qui était très riche. J'espère que ça a profité et aux opposants et ceux qui jubilent. C'est du camp du candidat Tshisekedi qui attend encore la décision de la Cour constitutionnelle. Ça sera le 12 janvier prochain. C'est à moi de vous remercier pour cette occasion, afin que nous puissions, par la joute intellectuelle, essayer un peu d'éclairer la lanterne de nos concitoyens et participer à ces débats démocratiques, bien entendu, les idées. Merci en tout cas pour l'occasion. Merci, merci beaucoup à vous, Israël Bwen, pour cet échange
Malheureusement, on n'a plus le temps pour prendre notre deuxième invité qui vient de faire son entrée sur ce plateau. Patrice Chiboaboa est bloqué par 2 embouteillages. C'est pas facile de circuler donc à Kinshasa. Je vous donne rendez-vous prochainement avec le même plaisir. Tout à l'heure, le journal de Christopher Ochokuma sur Télé 50.